Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Jean-Nicolas Boucher. Et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Eh bien, le bonsoir. Il nous en manque un ce soir, Alan Lévesque, qu'on salue parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas s'empêcher de nous écouter. Il risque d'être d'ailleurs notre meilleur auditeur pour la soirée. Oui, bonne route, Alan. Non, c'est vrai, t'es plus en route, donc bonne soirée, Alan. C'est vrai, il est plus en route, mais il va nous écouter au bureau, c'est correct, c'est ça, exactement. On aura assurément toutes les notes d'Alan en dessous de notre publication des Injustes sur les choses sur lesquelles il voulait réagir, puis c'est bien correct comme ça. Juste avant de commencer, oui, on salue notre comparse qui n'est pas là. Ça arrive, maintenant, on est équipé pour être... plusieurs, à 2, c'était plus tannant, mais là, c'était plus difficile à 2. En étant toujours un quorum à 3, ça fonctionne quand même assez bien. Mais juste avant d'aller plus loin, on sort du studio la semaine prochaine. Yep, on sort du studio. Hey, ça va faire du bien. C'est la 2e fois de notre existence qu'on sort du studio. Puis on aimerait ça le faire plus souvent. On s'était acheté un équipement pour pouvoir le faire. Ouais. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup de fils. On a dit mobile, pas mobile. C'est comme mobile. Oui. Mais il n'y a rien là, gérer des fils. C'est vous autres qui capotez ces fils. On trouve toujours ça plus gros que ça l'est vraiment. T'as raison. Moi, je trouve pas ça si pire, les fils. Là. Non, parce que là, on va démonter effectivement tout notre stock et on va se rendre du côté du Game Over. Yep. C'est encore au Montagnier cette année? Oui, c'est toujours au Montagnier, oui. Donc, presque 24 heures là, d'exposition, de jeux. L'an passé, on a eu tellement de fun. Tu n'étais pas là, Jean-Nic, l'année passée. Ça va être mon baptême. Ça va être ton baptême. Mais tu vas pogner de quoi, honnêtement? Nous autres, on allait là avec peu ou pas d'espoir. Là. L'affaire, c'est qu'on se questionnait beaucoup sur... qu'est-ce qu'on pouvait apporter, puis qu'est-ce qu'on allait aller chercher comme sujet. Parce qu'on était un petit peu dans le flou nous-mêmes. Là. Mm-hmm. Bon, oui, on est des gamers, mais en même temps, là, il faut qu'on soit capable de faire quelque chose de cool avec les gens présents. Puis il y a eu une participation tellement géniale. Les invités succédaient. C'était super cool. Alan était toujours sur la trotte à aller jaser avec quelqu'un pour nous l'apporter, puis les gens du salon aussi. Ah non, on a trippé avec eux. Les gens du salon travaillaient fort pour nous amener toujours du monde, du contenu, des affaires exclusives, des trucs qui étaient québécois. Puis on a même parlé de bataille d'épée en mousse. Là, c'est pour te dire, l'éventail est assez large qu'on a couvert durant cette fin de semaine. Et Alan et Martin ne sont pas bons avec une épée en mousse. Non, ça n'a pas duré très, très longtemps. En fait. J'étais meilleur que vous. Oui, c'est ça sous-entend que toi, t'es bon avec l'épée en mousse. Oui, bien là, on va voir toi cette année si tu vas être bon avec des épées en mousse. Je ne me bats qu'avec des haches. Oh non. Ça va prendre des haches en mousse. Il y a des haches en mousse. Il y a des haches en mousse. Sinon, je me porte... Oui, je vais t'en trouver des haches en mousse. Inquiète-toi pas. Donc, on va se rejoindre là la semaine prochaine. Écoute, on va vous attendre. Venez nous voir, venez nous jaser. Venez nous voir, c'est ça. Puis n'hésitez pas à venir placoter avec nous autres. Là. On va être là, puis on va t'accueillir. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on aura l'occasion de faire découvrir encore plein de jeux. Il y a des trucs qui sont sur Kickstarter. Des fois, c'est des choses qui sont en développement. Il y a des exclusivités aussi au salon pour certains jeux. Ça a été le cas l'an passé là, de certains jeux qui présentaient des trucs. Il annonçait là, dans la dernière semaine, je pense, là, quelques nouveaux invités, quelques trucs aussi qui sont vraiment des produits de qualité qui viennent de la région aussi. Mm-hmm. Ça, c'est trippant. C'est-tu corruption, le jeu de corruption l'an passé, qu'il y avait un set de cartes spéciales pour les gens du Saguenay. Tu avais des cartes promotion Saguenay, des cartes Jean Tremblay. Non, c'était capoté. C'était vraiment cool. Mais là, rassurez-moi, ça va avoir lieu quand même. Je veux dire, les gens de Jonquière n'ont pas dit qu'ils ne viendraient pas à cause du coronavirus. Non, techniquement, tout le monde qui est supposé se présenter au salon devrait être là. Puis tu fais bien d'en parler parce qu'on s'inquiète pour nos événements. J'aimerais quand même te faire remarquer que je suis de Jonquière. Donc, écœure pas le monde de Jonquière. C'est une raison de plus pour écœurer le monde de Jonquière. Mais es-tu asiatique, Pat? Non, mais arrêtez, Calis. Parce que si t'es pas asiatique, c'est tellement du pur racisme de penser que tout est lié à l'Asie. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Pareil, je sais, là. Mais ça m'écoeure, moi. Oui. Je vois là, du monde là, qui font des jokes. J'ai fait telle affaire parce que j'ai peur de manger des mets chinois ou quoi que ce soit. Ils mangent de la marde Calis. Oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que oui, l'événement, évidemment, de Game Over va avoir lieu parce que sans dire que c'est confiné dans notre espace, c'est quand même pas tant international que ça, on s'entend. C'est pas un défaut, c'est pas une critique que j'adresse à l'organisation. Ils travaillent très fort, là, c'est pas ça, je vous dis. Mais quand on commence à monter un peu dans l'importance des événements, puis
Cette semaine, j'ai envoyé un courriel à la responsable des communications du côté du Comic-Con de Montréal pour savoir vous en êtes où dans votre booking. Est-ce que c'est plus difficile que d'habitude? Est-ce qu'il y a des artistes que vous n'êtes pas capable d'avoir ou au contraire, si vous avez plus d'artistes disponibles parce que ces gens-là ne sont pas capables de faire le tour du monde? On commence à avoir des conventions. En tout cas, pour DC Comics, mars-avril, c'est terminé. Là. Ils ne se présentent plus nulle part. South by Southwest qui a été annulé. Après ça, le festival Ultra. C'est un truc de musique techno, ça, je pense. Puis il y en a un Emerald autre... City, pour les comic books, ça a été ça. aussi... Puis il me semble qu'il y a un autre gros festival qui est lié à la musique qui a été annulé parce que les majors des réseaux sociaux annulent leur présence. Puis, on prenait, par exemple, là, juste... il y a Cannes qui veut continuer, mais est-ce que Cannes est en mesure de... c'est quoi? C'est aujourd'hui qu'il disait qu'il y avait eu 122 morts en Italie en une journée? Ouais, je pense qu'en Italie, en ce moment, là, ils sont en train de confiner. Regarde, quand en fait, parce rendu, que c'est ça. Le problème, il faut d'abord l'expliquer. C'est parce qu'au départ, moi, je croyais que les gens cancellaient les événements, entre autres en Amérique du Nord, parce qu'on ne voulait pas faire de grands rassemblements. Au départ, c'était ça, là. Mais maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement les endroits où on ne veut pas faire de grands rassemblements, on cancelle, mais il y a des événements que c'est pas parce qu'ils veulent pas faire de rassemblement, c'est que les gens veulent pas y aller. Les artistes, les invités ne veulent pas y aller. Et ça, on le voit, il y a beaucoup d'artistes que je suis, mettons, sur Facebook, que j'ai rencontrés justement dans des conventions. Puis il y en a une, justement, cette semaine, qui je crois qui est d'Ontario, puis elle est en train d'annuler tranquillement toutes les dates de convention. Tu sais, c'est pas... On parle pas de gros artistes, là. On est dans le petit/moyen, puis ils sont en train eux-mêmes d'annuler des dates. Parce que, l'idée n'est pas nécessairement de dire que, tout le monde a peur de tout le monde. Là. L'idée, c'est que tu te promènes, par exemple, dans un autobus, je sais pas moi, un autobus qui va traverser les États-Unis, ou bien tu te promènes dans un avion, puis une personne, par exemple, qui risquerait de l'avoir, pourrait avoir infecté l'ensemble de ces gens là-dedans. Donc, imagine si ça débarque sans symptômes pour l'instant. Ça atteint une convention de 10, 15, 20, dans le cas de Montréal, 100 000 personnes dans une fin de semaine. Parce que l'affaire, c'est que c'est pour les gros festivals, pour les lieux de rencontres publiques importants, comme le Louvre qui est fermé, comme le pape ne fera même pas son speech. Il l'a fait par télévidéo. Il n'y a plus rien de public. Donc, l'affaire, c'est que c'est ça. Tu as des... moi, c'est ce que je me demande, c'est qu'en ce moment, ceux qui vont arriver puis qui vont délirer puis qui vont continuer à soit vouloir se regrouper, soit vouloir manifester, vous allez à l'encontre de ce que la santé publique te dit de faire. Tu sais, je comprends que les événements soient annulés parce que moi non plus, ça ne me tenterait pas d'aller quelque part où tu te demandes fuck. Tu sais, si tu as 3 ou 4 artistes du Montreal Comic-Con qui arrivent du Japon ou de l'Italie, là, puis tu ne sais pas si les symptômes sont développés ou pas. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas en contact avec les avions, les autobus et autres, je ne voyage pas. Fait que moi, à la limite, je me sens safe. Mais si je m'en vais dans un événement où je sais qu'il y a des gens qui ont voyagé, tu commences à te poser la question tranquillement, pas vite. Puis, tu as des gens aussi qui prennent des opportunités. Je sais que ce n'est pas le sujet de notre podcast, mais maintenant, on en parle du coronavirus. Tu sais, je regarde des ligues professionnelles de sport comme la Ligue nationale de hockey qui a annoncé que les journalistes étaient dehors de la salle des vestiaires. C'est-tu vraiment le coronavirus ou on profite de l'opportunité de sortir le monde du vestiaire? Il y en a qui vont prendre aussi, qui vont prendre un peu... qui utilisent l'excuse. Il y a peut-être des festivals qui vont pas bien, des conventions qui calent de l'argent, qui continuaient parce que c'était even ou parce que ils voulaient garder le nom, puis dans les prochaines années, il y avait un plan de restructuration ou de redressement. Là, tu vois arriver une affaire de même, là. Hey, as-tu la belle raison pour te dire on stoppe ça là? Maintenant, on va voir si la réaction contraire n'est pas possible aussi. Si on prend, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, il y a une page Facebook qui a été créée immédiatement après l'annulation du South by Southwest. Et c'est des gens qui disent « on va le faire quand même ». Mais on n'est pas les organisateurs, on est juste des gens qui veulent se réunir. En parallèle. Parallèle. Donc, est-ce que ça va amener, par exemple, certaines conventions qui nous intéressent, nous, dans notre geekitude, à dire « OK, on va chercher que du local, on va chercher des gens qui n'auront pas nécessairement à se déplacer ou qui ne se sont pas déplacés dans les derniers temps, puis on essaie de faire un autre genre de convention, mais avec, genre,
que des artistes québécois. Ben, l'autre pendant aussi, c'est est-ce que ça va rendre disponible, par exemple, des pools d'artistes qui habituellement seraient autour du monde, qui maintenant confinés sur le territoire américain, pourraient se dire, ben, moi, habituellement, je ne vais pas au Comic-Con de Montréal parce que je suis en Jeff Lemire va être obligé de venir au Comic-Con de Montréal. Oh mon Dieu! On espérait, excusez, le public, on espérait pas entendre parler de Jeff Lemire. On lui avait demandé, mais... Il est trop tard. Ben là, vous venez de le confirmer. Là. Habituellement, Alan lui donne une claque en arrière de la tête, mais là, il n'est pas là, donc désolé. Non, mais ça voudrait dire qu'il y a peut-être des gens, justement, qui seront, qui étaient peut-être autour du monde. C'est pour ça que j'ai communiqué avec les gens du Comic-Con de Montréal pour savoir, au-delà de la difficulté de booker des artistes, est-ce qu'au contraire, maintenant, il y a des artistes qui sont disponibles, qui n'étaient pas présents dans les dates du Comic-Con de Montréal, puis qui, là, à cause de je ne veux pas aller en Italie, mais ça ne me dérangerait pas d'aller à Montréal, par exemple, est-ce que ça pourrait devenir une destination intéressante? Juste pour vous dire, parce que je ne l'ai pas dit encore en ouverture, mais je n'ai pas obtenu de réponse de la part des communications. Je suis toujours en attente d'une réponse. Ah non, puis ils doivent marcher sur des œufs. Ouais, puis t'en auras pas, moi. L'inverse, c'est vrai aussi. Là. Si eux autres, ils commencent à dire « Ouais, c'est difficile, on n'est pas capable de signer de gros noms », à l'inverse, tes moyens noms, là, ils vont dire « Ouais, mais c'est quoi le but que moi je me déplace si les gros noms sont pas là, donc les participants vont probablement être moindres. En plus, les gens voudront pas aller dans des aggroupements publics si les gros artistes sont pas là, t'es pogné à travers le monde, puis tu vas pogner la grippe en plus. Puis t'as en même temps la psychose de l'autre. En ce moment, ce qui fait le plus peur, c'est les gens ont peur de tout ce qui est l'étranger. Et c'est-tu moi où les geeks, en passant, on n'est pas des grands rassemblés non plus. Fait que déjà, de les voir dans une convention... À la base, c'est déjà des gens qui... On n'est pas des bébites sociales. Mettons qu'on prend les stéréotypes. Là, je ne dis pas qu'on est comme ça, vous n'êtes pas des grands rassemblés, moi non plus. Mettons qu'on regarde les geeks en général, c'est pas des gens qui courent l'attention et le soleil. On s'entend, là? Ben, moi, ma mère, elle avait une expression. Elle disait que j'étais sauvage. Comment ça, tu disais? C'est tout dire. T'es encore sauvage? Je le suis encore. Je pense qu'elle a raison. Mais tu vois, je travaille dans le public, là, mais bon, mais oui, je pense qu'effectivement... mais c'est des gens qui ont déjà une appréhension quand ils vont dans des événements comme ça. Moi, je connais des gens qui font des attaques de panique quand c'est le temps de se rendre aux conventions, puis que quand ils y vont, c'est de reculons, puis, tu sais... je marginalise, là. C'est pas tous comme vrai, ça. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça dans la communauté geek. Fait que là, en plus, ajoute le coronavirus. Sauf que ces conventions-là, ces événements-là, les gros rassemblements de cosplay, ces trucs-là, ça permet justement à ces gens-là de sortir, de socialiser, puis d'être avec plein de monde qui trippe comme eux autres. Ben moi, je trouve que c'est important pour démocratiser au moins. Moi, ce que je me demande, et là, je reprends la balle au bon de Jean-Nic qui disait les artistes qui ne sont pas les gros big names, etc. Est-ce que ça va enfin pousser les maudites conventions de même à cause, justement, peut-être de cet événement-là, à leur donner un vrai cachet sacrement? Ben, moi, j'espère juste. Et si t'arrives là, puis t'es pas capable d'avoir un esti de fucking big shot là, qui a peur de sortir de son Alabama natal, là, je m'en sac, je sais pas qui, là. Mais, tu sais, moi, je pense aux artistes québécois là, parce que dans les dernières années de mes Comic-Con de Montréal, c'est avec eux autres que j'ai eu le plus de fun et c'est avec eux autres que j'ai passé le plus de temps. J'ai des dédicaces de tout. Puis on s'est fait une communauté d'amis de BDS. Oui, mais québécois. Quand on leur parle, souvent, le problème de ces événements-là, pour ces gens-là, c'est le coût. Le coût ne baissera pas parce que... Ou peut-être, justement, que le coût va baisser parce qu'il y a moins de... C'est ça que je te dis. Mais tu sais, aussi, ça devient peut-être moins intéressant au niveau financier. Puis à ce moment-là, si t'es pour faire une convention de juste de Québécois, garde le réseau du Salon du Livre puis ferme ça. Oui, mais le réseau du Salon du Livre a de la misère aussi. Exact. Parce que le gars qui était lié au Salon du Livre de Québec puis qui était lié au dernier gros truc de Monsieur BD. Voyage, là? Ben, en tout cas, en ce moment, par rapport à la BD puis les gros événements, ben, eux autres aussi, ils ont peur de certaines annulations puis par rapport à certaines vedettes qui sont bookées. Mais tout le monde est touché. Mais on annonce ce matin ou demain matin, mettons, que le Montréal Comic-Con se fait pareil, qu'on a nos invités puis tout. Est-ce que vous, personnellement, vous y allez pareil? Ou est-ce que le coronavirus est un facteur dans votre décision? Non, c'est l'emplacement de mes vacances. Absolument. Je ne sais pas moi je l'analyse d'un œil. C'est un phénomène social, le coronavirus. Là. Moi, je suis conscient qu'il y a plus de monde qui meurt par année à cause de la grippe qu'à cause de ça. Là. Donc, si tu as plus que 80 ans ou en bas de 8 mois, ou bien que tu as une santé vraiment, vraiment, vraiment fragile,
c'est vrai que c'est pas quelque chose de plaisant, mais sinon, ça me dérange pas. Là, je serais prêt à le pogner, le coronavirus, puis je vais avoir 2 semaines de marde. Puis, je veux dire, on a eu la H1N1, là, après quoi, 5 ans. Le SRAS, c'est toute la même maudite affaire. Là. C'est des nouveaux virus, des mutations qui frappent super fort. C'est juste la propagation. Ça fait peur parce que c'est ça, c'est l'information, c'est comment c'est diffusé. Même nous, quand on en parlait au début, j'étais là, mon Dieu, on est rough, on fait quasiment peur. Moi, personnellement, ça me fait pas peur. Là. Ça m'empêchera pas. Mais c'est bien de le dire. Mais oui, puis il faut rassurer aussi. Oui, mais toi et moi, en plus, on est en première ligne. Là, nos conjoints travaillent dans le milieu dans le milieu de la santé. Ben oui. Exact. Ouais, c'est vrai. Vos conjoints sont là-dedans. On ne s'étalera pas trop sur la vie privée. Mais effectivement, vous devez en entendre parler plus que moi, par exemple, à la maison. Puis, tu sais, c'est toujours l'œuf ou la poule avec ça parce que moi, je travaille dans le domaine financier et on regarde beaucoup ce qui se passe sur la bourse présentement. Je fais rien qu'un aparté de 2 secondes dans notre podcast. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait partie du sujet, veux pas. Là. Parce qu'on regarde ce qui se passe sur les marchés, puis la bourse va très mal à cause de ça. Puis il y a des raisons physiques à ça. Genre, mettons, il y a des usines en Chine que la production est arrêtée. Donc, ils sont plus capables d'envoyer le matériel. Ça a des répercussions sur les fournisseurs. Fait que, oui, c'est normal que la bourse ait mal à cause de ça. Mais en plus, la bourse, c'est comme une vague. Un coup que ça se met à mal aller, les investisseurs, ça leur fait peur. Il y en a qui se sortent. Il y en a qui font de la spéculation, eux autres se sortent. Fait que, ça se met à tourner puis ça pousse l'engrenage. Ça ramène ce que je te disais tout à l'heure. Il y en a qui en profitent aussi pour mettre ça sur le dos. Tu as des mauvais résultats financiers. Oh mon Dieu, coronavirus. Exact, c'est à cause du coronavirus. Exact. Puis, on a concentré beaucoup de notre production de matières premières en Chine. Dans le cas des médicaments, par exemple, dans le cas de nos produits geeks, la plupart sont produits là-bas. Il y a beaucoup d'affaires, mais tu sais... Les usines tournent au ralenti. C'est ça. Tu sais, regarde, dans le milieu culturel, il y a plein d'affaires. Il y a plein de gens qui sont stoppés momentanément en ce moment. Exact. Puis même, là, tu sais... en fait, l'idée de vous parler de coronavirus puis de devenir une émission d'actualité digne de Radio-Canada, c'était que le sujet il nous avait particulièrement touché parce que plein de films qu'on veut voir sont annulés en ce moment. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on s'en va. C'est là-dessus qu'on s'en va. Et la question, j'aurais envie de vous la poser, est-ce que James Bond est repoussé à cause du coronavirus ou est-ce que James Bond est repoussé parce qu'on s'est rendu compte que dans ces dates-là, on ferait peut-être pas le montant qu'on allait faire? En ce moment, juste l'industrie du cinéma en Asie est une catastrophe. Puis ils ont prévu, par rapport à l'industrie mondiale, une perte de 5 milliards. Mm-hmm. Donc, quand tu es rendu à perdre 5 milliards, que tu as fait 4,3 millions depuis le mois de janvier, juste en Asie, quand le corona est sorti, puis qu'ils ont perdu déjà 1,76 milliard, ça va mal en esti. Moi, je pense que c'est ça aussi. Là. C'est ça. Puis que tu dis souvent que, on prend des exemples, par exemple, l'autre jour, on jasait, puis on délirait, puis on disait que Vin Diesel est une méga vedette en Asie. Exact. Donc, Bloodshot, c'est ça, Bloodshot? Oui. Bloodshot risque d'être un go financier parce qu'il ne pourra pas sortir là-bas. Ouais. Puis, il s'attendait à ce que ça floppe ici, mais ça marche là-bas. Donc, il y a plein de films comme ça qui ont eu des affaires de même. On prend Mégalodon, on prend Warcraft, que ça a été des monstres qui ont fait tellement d'argent en Asie. Prends le milieu qui est là en ce moment. Mulan est en danger. Là, on a appris hier que c'était Black Widow qui était en danger. Mais dans le cas de Disney, je les trouve quand même assez courageux. Le mot est faible parce que James Bond, ça a été quand même assez rapide. On a repoussé la date au mois de novembre. Puis moi, personnellement, de façon tout à fait égoïste, là, dans ma tête à moi, James Bond, toujours mieux au mois de novembre. Là. Généralement, les sorties, en tout cas des derniers James Bond, tournaient autour du mois de novembre. J'ai toujours trouvé que c'était plus naturel. Moi, c'est ça, une affaire que je remarque jamais. Et on dirait que vous autres, vous avez un calendrier dans le derrière. Oui, j'ai des habitudes. J'ai des habitudes. C'est comme un Seigneur des Anneaux qui était... Si ça sortait pas à Noël, ça marchait pas. Okay, tu comprends? C'est ça. Moi, il y a un timing pour ça. Moi, en fait, j'ai jamais remarqué ça. Je l'ai remarqué un petit peu pour les BD, pour certaines sorties, mais pour ça, non. Mais bref, tout ça pour dire que James Bond, ça a été annoncé quand même assez rapidement. Dans le cas de Disney, il y a quand même 2 gros tests qui s'en viennent. Tu as Mulan, qui est en plus un film qui traite de culture asiatique. Donc, s'il y a une place où ça risque de fonctionner, c'est toujours bien là. Exact. Et Black Widow, qui est un Marvel qui habituellement fonctionne quand même assez bien partout dans le monde. Et là non plus, on n'est pas trop sûr. On semble vouloir quand même se diriger vers des dates de sortie puis y aller pareil. Mais là. Moi, le feeling que j'ai, puis je suis peut-être rien que fou, mais la manière que je le perçois, Black Widow, il n'a pas l'air d'avoir particulièrement un gros buzz derrière le film. Non. C'est le film qui va suivre Endgame.
Je veux dire, ça fait des années qu'on parle de l'essoufflement. Moi, je pense pas qu'on soit rendu là encore, mais tu sais, Birds of Prey, film majoritairement féminin, mal performé. C'était mauvais. Moi, je pense que Disney vont plutôt faire l'inverse. Ils sont en train d'utiliser l'excuse. Ils vont dire, on laisse là Black Widow. Si jamais ça floppe, on dira que c'est la faute du coronavirus puis le monde ne sont pas allés le voir. Ou bien que le monde sont tannés parce que c'est un film de filles. Puis si jamais ça fonctionne bien, ça va nous donner raison. Bon, on a surmonté la crise. Ben, exactement, on a passé par-dessus. Il n'y a comme pas de scénario où il arrive quelque chose avec Black Widow puis que Disney vont se le faire reprocher. Moi, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils vont pouvoir défendre le film, peu importe sur lesquels fronts. Puis en arrière, eux autres, ils vont savoir exactement comment se diriger. Genre, il n'y a pas grand risque avec Black Widow, j'ai l'impression. Moi, je pense que le risque vient de la croissance de la psychose des gens de contacter d'autres gens. Ouais. Tu sais, écoute, c'est rendu là, que tu te donnes un petit coup de pied là, sur une cheville. D'ailleurs, il y a des geeks qui proposent que le salut vulcain devienne le salut officiel de la planète Terre. Comme ça, on n'a pas besoin de se longue toucher. Vie et prospérité. Ça va être moins compliqué pour bien du monde. Il y en a qui le proposent. Tant mieux. Moi, je serais bien heureux de faire le salut vulcain que j'ai pratiqué pendant mes cours de français que j'ai pas passé. Parce que je suis fan de Picard. Mais quoi, t'es pas capable de le faire ou quoi? Oui. Bon. Mais c'est parce que je l'ai pratiqué pendant des années. Non, c'est vraiment ce que vous voyez pas, c'est 3 épées. Ouais, exact, c'est ça. Les joies de l'audio, on est là tous les 3 avec les doigts corqués à se faire des saluts. Donc, bon, c'est ça. Mais James Bond, je suis un peu déçu par contre de ne pas pouvoir le voir dès le mois d'avril. C'est toi qui réagis le premier. J'étais déçu. J'aime beaucoup James Bond. J'aurais bien aimé pouvoir faire ma sortie du cinéma au mois d'avril. Puis, veux pas, je m'inquiète. Oui, bon, Black Widow, c'est une chose, mais Wonder Woman 84 s'en vient aussi au mois de juin. Rendu au mois de juin, de quoi va avoir l'air la crise du coronavirus? Puis, on parlait du Montreal Comic Con qui est au mois de juillet. Rendu au 3-4 juillet, de quoi va avoir l'air cette crise-là? Est-ce qu'on va être encore là-dedans? On va-tu en être sorti? Ça pèse quand même lourd. Puis, le Comic Con, d'habitude, sortent leurs invités là, à ce temps-ci. Là. Ça s'en vient normalement. On commence à annoncer de premiers invités qu'on va canceller dans 2 mois. Mais on commence quand même à... Petite pointe. Mais c'est pas de mes fautes. C'est toujours comme ça. Même au Fan Expo à Toronto, c'était comme ça. Gars, le Fan Expo de Toronto, c'est au mois d'août. On n'en parle pas, mais... On n'en parle pas. Les autres aussi sont ciblés. Les autres aussi. En fait, tous les événements le sont. On va voir, là, le plus gros de tous... qui n'est toujours pas annulé puis qui ont l'air à vouloir garder ça sur les rails, c'est les prochaines Olympiques, puis il n'y a personne qui dit que ça bouge. Mais ça, si ça bouge, là, ça va envoyer tout un message. Là, tu parlais de panique. Là. Si jamais les Olympiques décidaient de mettre fin à leur événement à Tokyo, là, watch out, il y a bien des événements qui vont se faire dire comment ça, que le plus gros événement arrête, puis toi, t'arrêtes pas. Mais ça serait quasiment pire que d'avoir genre un gars sur le plongeon qui vomit du sang. Oui. Eux autres doivent se dire, je ne sais pas lequel des deux qui est pire. Lequel je choisis? Le risque d'un plongeur qui vomit du sang en pleine vrille dans les airs. Live à la TV. Comme un spin. Là. Lequel est le pire? Je ne sais pas. Puis tu sais, le Comic-Con le plus gros, le Comic-Con, celui de San Diego aussi, il y avait déjà des discussions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va de l'avant? Il y a des matchs de soccer actuellement en Europe qui se jouent à 8 clos. Puis des games de hockey dans la Ligue d'Europe qui se jouent à 8 clos. Là. Ça veut dire que les joueurs sont sur la glace. Là. Puis il n'y a pas personne dans les estrades. Là. Ils jouent entre eux autres. Là. C'est triste. On est rendu là dans cette panique du coronavirus, mais on va surveiller ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que le Game Over, lui, n'est pas annulé à cause du coronavirus. Il n'y a aucun problème. Très fier de l'événement. Donc, si vous voyez Jean-Nic vomir du sang à la table des injustes... c'est peut-être parce qu'on lui a redonné un coup de poing. Ou que c'est le moment de retourner à la maison. Ou c'est tout simplement qu'il vomit du vin. C'est un des deux. Mais ça ne sera pas du sang, ça ne sera pas le coronavirus. On vous rassure. Hey, quelques petites lectures qu'on a fait. Je sais pas, Pat, tu suivais-tu Wonder Woman de Dead Heart? Pas en tout. Tu l'as pas suivi? Mais l'affaire, là, c'est que vous lisez tellement d'affaires de DC qu'à un moment donné, là, bon, c'est ça, je me tanne. Puis que je décide de les acheter plus tard, avec plusieurs mois de retard en trade ou quoi que ce soit. Donc, parlez de votre Wonder Woman, là, parce que graphiquement, c'est hallucinant. Puis, graphiquement, effectivement, Daniel Warren Johnson qui est sur le comic. Et je dois dire que le 2e numéro m'a complètement jeté à terre. Oui, c'est une upgrade du premier qui était déjà vraiment super cool, sensationnel. Le 2, je n'ai pas vu venir pantoute. Hey, c'est quelque chose. C'est une bonne idée, c'est intéressant. Ça donne vraiment le goût de voir comment il va classer ça, où il veut aller avec ce projet-là. Et j'ai tellement aimé le début.
en genre 2 pages, il réussit à nous faire une réintroduction du personnage de Wonder Woman, à se l'approprier un petit peu puis de le mettre à sa sauce. C'est pas compliqué, là. Puis, tu sais, il dessine bien, mais il écrit bien aussi. Effectivement. Ses lignes sont fluides, c'est tellement cool. Tu sais, Pat, j'aurais le goût de te dire des histoires post-apocalyptiques, il y en a une. Oui, mais ça, moi, j'adore ça, j'en lis tout le temps. Mais c'est tellement facile de déraper. Tu sais, c'est tellement facile parce que c'est un code qui est rigide, pareil, le post-apocalyptique. Ouais, de faire comme le mauvais Batman qu'on vient de lire. Exactement. Tu sais, c'est l'exemple que j'allais donner parce que c'est un code qui est rigide. Tu veux en même temps te démarquer, mais tu ne peux pas passer à côté de ce qui se fait habituellement dans le post-apocalyptique. De la façon dont tu vas le jouer. Vas-tu le jouer à la Mad Max? Vas-tu le jouer à la Walking Dead? Vas-tu le jouer à la... Puis tu vas-tu d'entrée de jeu présenter, parce que post-apo, ça le dit, on est après le monde. Donc, tu vas-tu d'entrée de jeu montrer comment la planète s'est détruite, comment on en est venu là, ou tu vas le donner au compte-gouttes, ou ça va rester quelque chose de plutôt mystérieux. Puis il réussit à bien le faire, ça. Là. Effectivement. Il joue avec la ligne où on a comme des demi-réponses, mais tu sens qu'il sait où il s'en va. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça, parce que, tu sais, dans l'autre truc plate qu'on a lu de Batman, le problème, c'est que l'explication était plate aussi. L'explication, la fin, le manque de suivi entre les numéros. C'était horrible. C'était pathétique. Et c'est de valeur parce que Wonder Woman répond vraiment à ce que je pensais que ça allait être. On parle de Batman Last Night on Earth de Scott Snyder. Puis on espérait que ça soit comme ça. Moi, j'aime ça lire du post-apocalyptique. J'aime ça, du Elseworld, du qu'est-ce qui se passe ici, puis qu'on est rendu ailleurs. Puis dans le cas de Wonder Woman, c'est intéressant, mais ça peut tellement se gâcher vite. Ça peut tellement rapidement virer au vinaigre. Ça peut tellement être comme ils sont allés là ou ils n'ont pas fait ça. Puis dans ce cas-là, on n'est pas encore rendu là. Il reste un numéro, je pense, ou 2. Je crois que c'est une série de 3, donc ça serait techniquement là, le dernier numéro, ou peut-être 4, je me trompe peut-être. Là. Parce que je pense que ça a été modifié en cours de route, là. Mais effectivement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va la fin. Puis on vous donnera pas le punch parce que ça serait dommage, honnêtement. Il arrête de donner des punchs. Ben, c'est ça, on veut pas donner de punch aux gens, mais si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus ou d'attendre à tout de moins le trade paperback. Comme moi. Comme toi. Puis en plus, les paperbacks, j'ai obtenu celui de, attention, je vais prononcer le mot que je n'ai plus le droit de prononcer. Arlene. Ah, je pensais que j'allais dire Jeff Lemmy. Non, mais ça en fait, je vais faire une petite liste de sujets à ne pas aborder. Les sujets dont on ne peut plus parler. Vous n'avez plus le droit de dire les mots. Mais j'ai eu le trade paperback, puis honnêtement, la qualité que DC met sur les Black Label en tant que paperback, là, ça vaut la peine de se les procurer. Bon, il y a eu rien que 2 bonnes histoires à date, là, mais... les 2 bonnes histoires. Ouais, c'est mieux que rien. On va mettre ça là-dessus. D'ailleurs, le futur de DC Comics, êtes-vous rassuré par ce qu'on a entendu de la part de Jim Lee? Regarde, on verra. Là. Moi, je pense que on fait beaucoup de suppositions, puis on essaie d'anticiper des affaires. Il y en a eu tellement de crises dans le milieu de la BD américaine que c'est une parmi tant d'autres. Laissons aller les choses, puis on verra après. T'en penses, Jean-Luc? Je vais être d'accord avec la sagesse de Pat. Puis surtout, il y a comme tellement d'éléments qu'on connaît pas, qu'on peut pas comprendre ou on n'est pas là. C'est difficile de se prononcer. C'était bien plaisant là, quand on parlait de Marvel qui allait acheter DC il y a 2 semaines, mais effectivement, là, c'est vraiment pas la première crise qu'il y a pour le milieu de la BD américaine. Puis on est mieux de regarder ça aller plutôt que de spéculer. Est-ce que Jim Lee est capable de faire ça seul? Moi, je pense que non. Parce que toi, tu as connu l'époque où Jim Lee était publisher d'un autre, ça n'a pas été très est-ce qu'il est capable? Oui, est-ce que ça va être intéressant? L'affaire, c'est qu'il a été de bien des bons coups, de Jim Lee, mais est-ce qu'il y a les épaules et l'étoffe pour être capable de supporter cet immense navire-là? Déjà que le navire, mettons qu'il est comme un navire de croisière, que le Corona qui est caché quelque part. Ouais, le navire, il ne sait pas il est où présentement, mais il n'a pas l'air à savoir où il va non plus. Fait que c'est tout un trip. Puis là, ils ont l'air de vouloir aller de l'avant, pareil, avec leur dernière sortie, le 5G puis toute la patente. Là, ils n'ont pas bien le choix. Flash 750 sortait la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, puis ça lançait pas mal le chemin là où ils voulaient s'en aller. Donc là, puis le Free Comic Book Day s'en vient. Il y avait déjà une publication en rapport avec ça qui sortait. Donc j'ai pas mal l'impression qu'on aura droit, pareil, à cette espèce de mouture que Dan Didio essayait de mettre sur pied. Ils vont quand même aller de l'avant avec ça. Ça risque d'être intéressant. Ça va être est-ce que c'est la mouture originale, là? Ou est-ce que ça va être une adaptation pour être capable de faire passer ça dans une de vos 143 millième reboot de votre univers d'ici? Le pire, c'est que tu as tellement raison, parce que probablement que ce qu'ils vont nous servir, c'est que ils peuvent pas dire donnez-nous 4 mois le temps qu'on réécrive du nouveau stock, puis vous n'aurez rien pendant 4 mois. Il faut qu'ils sortent ce qu'ils avaient préparé puis ce qu'ils avaient écrit. Fait que là, probablement que ce qu'ils sont en train de faire comme travail, c'est enlever les bouts
qui relie tout, puis essayer de remodeler ça pour que ça passe. Ça doit être une job de moine. Ils veulent être en train de faire ça pour essayer de rabouter leurs histoires de BD qui n'a jamais eu de connexion entre elles, puis que ça a toujours été boboche. Puis on est en plein milieu d'une crise où ils sont pas capables de raccorder les 5 dernières années, puis c'est boboche. Ouais. Imagine les pauvres dudes qui sont en haut là, à se poser des questions sur ce qui est arrivé dans les années 20. N'importe quoi. Là. Ils doivent se demander en tabarouette tous ceux qui sont comment on fait pour lier ça. Ah non, c'est impossible. Puis tu as un public qui est de plus en plus aussi exigeant, veut pas. Tu sais, les reboots, c'est fait pour généralement amener du monde dans le bateau parce que là, tu fais plus une scène. T'sais. Fait que là, tu as de la difficulté à vendre. Tu vends juste au hardcore, à ceux qui suivent semaine à la semaine. Puis là, tu t'ouvres le bateau pour espérer amener du monde. Mais comment tu fais ça sans faire partir tous ceux qui sont déjà là? Parce que c'est jamais gage de succès quand tu repars quelque chose. T'sais, tu l'as vécu, le lancement des Ultimate? Ouais. Oui, t'amènes beaucoup de monde. Tu perds du monde aussi. Tu sais pas combien de temps tu vas garder ce monde-là, qui sont pas des gens qui n'avaient pas une grande culture de bande dessinée. T'sais. À quel point tu vas garder ces gens-là qui vont investir là-dedans et qui vont rester jusqu'à la fin. C'est un move qui est... C'est un choix qui est difficile à faire pour les... Mais en même temps, des fois, ça donne des trucs comme lorsque... Parce que ça aussi, je l'ai vécu, lorsqu'Image Comics a été lancé. Mm-hmm. Puis c'était absolument délirant. Là. Puis c'était à une époque complètement folle, en plus, quand Image est apparu, là, puis qu'on avait des éditions, là, des BD. Là. Moi, je me souviens de Marvel qui avait l'édition de Marvel, puis la Deluxe Edition. Ta Deluxe Edition, tu avais un tabarnouche de qualité de papier dessus. Mm-hmm. Puis tu avais des couvertures, soit en métal, couverture en vinyle, couverture en truc de main. Puis il s'est passé plein d'affaires. Puis là, tu avais Image qui sortait avec les 6 noms qui avaient quitté les autres milieux puis qui fondaient de quoi. Et là, tout le monde disait « Ah, wow! » Écoute, moi, là, je me suis garoché sur tellement de séries. Mais en fait, vous êtes en train, tranquillement, pas vite, de me sortir de mon nid parce que je connaissais pas beaucoup le milieu de la bande dessinée plus indépendante, là, entre guillemets. C'est-à-dire la BD d'auteur. La BD d'auteur. C'est pas au centre prétentieux du terme, mais vraiment de... La BD de créateur. La BD qui n'a pas besoin de 70 ans de continuité quand tu la prends. Et j'y prends goût, mon homme. On avait la discussion à la dernière soirée preview qu'on avait, des trucs qu'on a vus dans le preview. Puis là, c'est le fun parce qu'on se met à se dire ça, j'aimerais ça essayer ça. Ça a l'air bon. Ça, c'est correct. Ça, c'est le fun de pouvoir sortir un peu et de te dire, tu sais, OK, j'ai pas besoin d'un bagage excessif pour rentrer là-dedans. C'est une run de 6, 12 numéros, 18 numéros. Puis là, tu sais, tu découvres un paquet d'éditeurs complètement géniaux, de maisons. Tu sais, les Boom, les DW, les Dynamite. Tu sais, Dark Horse qui est encore solide. Image qui est là puis qui a une mentalité d'éditeur qui est complètement géniale parce que tous les droits leur appartiennent tout le temps, tout ça. Puis, tu sais, tu as des vieilles affaires complètement capotés qui font encore fantasmer Jean-Nick comme Vampirella. Donc, mais c'est cool parce qu'on regardait... Un jour, je vais me lancer. On avait la discussion, puis c'est intéressant parce que tu as d'un côté les deux gros publishers qui ont beaucoup de continuité, qui traînent beaucoup de stock. Tu as ceux qui font des séries d'auteurs, là, entre guillemets, des séries qui décollent au numéro 1, puis ça dure 6, 12, 15, 18 numéros. Puis tu as les IDW avec les Ninja Turtles, par exemple, qui a commencé quelque chose, mais qui, là, vont arriver tranquillement pas vite au point où, quand tu embarques, ça va être long avant que tu nous rattrapes. Tu commences à avoir un univers qui commence à être gros, puis eux autres aussi, à un moment donné, ils vont se poser la question, écoute, on reboot-tu, tu sais? Mais eux autres, ça fait des années qu'ils sont... Qui vivent un peu avec ça. Là. C'est eux autres qui ont quand même les droits de Transformers, qui ont les droits de Tortue Ninja, qui ont les droits de Power Rangers, Ghostbusters, Micronaut, un paquet d'affaires de main. Et tu sais, ils ont comme un univers englobé. G.I. Joe est encore là, existe encore. Tu sais, ils ont comme un gros méga univers de plein de franchises. Puis, de temps en temps, regarde, tu sais, ça fait combien de fois qu'on recommence G.I. Joe puis qu'on se dit, OK, c'est une autre série de G.I. Joe. Transformers, même affaire. Mais Transformers, puis toutes ces séries-là, c'est pas grave. Donc, le fait de dire qu'il y a une grosse continuité de Tortue Ninja, ben, regarde, c'est pas grave. Là, c'est une autre aventure avec des tortues. Puis ça me fait penser, parce que c'est toujours, tu sais, ils sont confrontés à la temporalité. Là, tu le dis, ça commence à faire longtemps. Il y a beaucoup de numéros, mais ça commence à faire longtemps. T'sais, physiquement, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Puis les auteurs qui travaillent là-dessus ne sont pas là éternellement non plus. Puis souvent, quand le 109 arrive, ils n'ont pas nécessairement l'obligation puis le besoin d'être pognés avec les vieilles décisions. Et ça, même à travers les créateurs. Je me rappelle de Robert Kirkman qui disait « Une des pires décisions que j'ai prises avec Walking Dead, c'est de couper la main à Rick. »
Puis, tu sais, ça arrive relativement tôt. Ouais, ça arrive très tôt. Il dit, ça m'a tellement limité. Là. Il y a des fois, j'avais des idées, il y a des trucs qu'il voulait faire. Puis, il disait, Chris, j'ai oublié, c'est vrai, il n'y a pas de main, genre. Puis il dit, si je peux revenir dans le temps, j'y aurais redonné une main. Puis, dans la série télé, il l'a dit, je ne veux pas y couper la main parce que c'est une erreur que j'ai faite. Puis, je suis pogné que mon choix dans BD. Tu sais, je peux pas y mettre une main de robot comme dans la Guerre des Étoiles. Puis, c'est spécial parce que c'est l'une des premières confrontations qu'on a eues, moi et ma blonde, sur la série parce qu'elle écoutait la télé, moi, je lisais la bande dessinée. Puis là, je disais à ma blonde, hey, vous autres, Rick, y a-tu encore sa main? Elle fait comme, quoi? J'ai dit, ben là, le gouverneur, il a coupé sa main. Hein? Elle dit, il a jamais coupé la main. Ben là, je te dis qu'il n'y a plus de main. Tu sais, ça demeure quand même un point, pas principal de la série, mais tu sais, ça revient souvent le fait qu'il manque une main, puis qu'à cause de ça, il est limité dans certains trucs. Mais dans la série télé, effectivement, on a passé complètement par-dessus, puis c'est quoi, tant mieux pour eux autres. Là. Mais c'est le fun d'avoir plein de chemins parallèles de même. Hey, en passant, on fait des comparatifs entre Walking Dead, la série, puis Walking Dead, la bande dessinée. Tu sais, je t'avais dit que la série de Lock and Key, dans les 2 derniers épisodes, sauvait un peu la... Non, oublie ça. Après avoir lu le volume 4 et le volume 5, là, oublie complètement ça. Ils l'ont moffé. Ça va pas là. Tu me rassures parce que j'avais pas capoté ça, finalement. Ça va tellement pas là. Aussi, ça aussi, c'est un univers parallèle. Ah, c'est génial, mais ça va tellement pas là, Jean-Nic. Je te le dis tout de suite. Ceux qui ont écouté la série télé, je vous le dis encore, si vous ne pognez pas le comic, vous manquez quelque chose. Ah oui, c'est excellent. Vous manquez un univers complet. Vous manquez... Écoute, le volume 4, 5, j'ai dévoré ça en même pas 3-4 jours. Ça me fait penser un peu à ma lecture intensive de Walking Dead que j'avais fait avec les compendiums. Là. Et, honnêtement, j'ai juste hâte de voir comment ça finit. Mais non, la série, ça n'a rien à voir. Tu sais que tu as pogné une bonne BD là, quand tu te fais une espèce de plan. Tu te dis, bon, mettons, il y a 10 TP de sortie. Je vais en acheter un par mois / 2 mois. Puis je vais les lire comme ça. Tu te ramasses après 2 mois que tu es en train de commander le 7e. Genre, tu n'es pas capable d'attendre de te frapper quelque chose. Là, tu le sais que tu es effectivement dans quelque chose. Tu t'es embarqué dans quelque chose. Puis dans le poison, je vous en reparlerai tantôt parce que c'est exactement le genre de découverte que j'ai fait où je me suis dit, il y a 6 volumes, fait que là, je vais en pogner une fois de temps en temps. Je vais en pogner un là, je vais en pogner le deuxième dans 1 mois ou 2, 3. Hey, oublie ça, là, si je pouvais tous les acheter d'un coup, je le ferais. Mais ça a un coût faire ça aussi. Ouais. Ça a un coût. Hey, avant de quitter le domaine de la bande dessinée, tu voulais me parler de DC's. Parce qu'il y a une suite. Je vous rappelle du super volume qu'on a... on a capoté. Hein? Il est-tu beau, ce volume-là? Ouais, puis pour une fois que je capotais sur de quoi de DC. Hey, ça a l'air que la version de Urban Comics est encore plus belle. Ouais. Ah ouais, hein? Vous l'avez-tu? Il me semble que je l'ai vu. Je ne sais pas si je l'ai. Mais ça a l'air qu'elle est en plusieurs covers. Mais de toute façon, la qualité d'édition des Urban Comics... Ça me fait capoter. Urban Comics, c'est Panini, je pense, qui fait Marvel. Mais ça me fait capoter comment vous avez de belles éditions. Puis aux gens qui nous écoutent, qui justement, des fois, se disent, c'est en anglais, c'est plus difficile pour moi. Écoute, allez vous garrocher sur Urban Comics. Tout le DC sort en français. Vraiment. Rapidement. En plus. Puis en plus, ce qui est le fun avec Urban Comics, c'est que quand c'est mauvais, ils le font juste pas. Fait que, tu sais, des fois, nous autres, en anglais, on a ramassé une petite série de marde qu'on a lue puis qu'on a fait comme Urk. Mais Urban Comics vont juste pas la traduire. Mais il y a plein de très, très, très bonnes traductions françaises. C'est juste que des fois, à un moment donné, être trop puriste puis vouloir juste lire en anglais, tu te coupes ton plaisir de lire quelque chose qui est excessivement bien traduit. Ben moi, j'ai changé ma philosophie là-dessus, puis je t'explique très rapidement. T'sais, moi, je lisais pas en anglais parce que ça me donnait un style, parce que c'était rapide. Ça allait plus vite. Puis tu le sais, tu m'avais comme client, puis moi, c'était à la semaine que je suivais mes séries. Puis en vieillissant, j'ai appris à apprécier le format de TP, donc à attendre un peu plus, puis à moins lire sur Internet ce qui se passait, puis à lire plus en gros blocs. Puis en vieillissant encore un petit peu plus, je m'attarde maintenant à la beauté du produit que j'ai. Ben oui. Puis peu importe la langue, quand je vois un beau volume comme chez Urban Comics, j'ai pogné A Death in the Family, qui est en TP anglais véritablement laid. Oui, il est cheap. C'est genre 12 pages, là. C'est super laid, c'est cheap, ça s'ouvre mal. Mais la version de Urban Comics est vraiment un gros volume et elle est magnifique. Ah oui, ils ont mis tellement de stock dedans. Puis tu sais, le cover, c'est le Robin mort ensanglanté. Tu sais, c'est quelque chose de trash, là, même pour... C'est vraiment une belle porte d'entrée parce que tu m'avais demandé de parler de DC's, puis là, tu me lances sur une pochette avec Jason Todd laissé pour mort parce que
je suis d'accord avec vous. Moi, la raison pourquoi j'achète en anglais, je préfère tout le temps lire dans la langue que ça a été écrit. Quand je lis un manga, si je pouvais, je le lirais en japonais. Sinon, je me rabats sur une traduction français ou anglais. Même affaire en espagnol, des fois, je vais m'essayer, mais ça va pas très bien. Dans les mangas, les traductions françaises sont souvent plus justes que les... Oui, supérieures aux traductions anglaises. Souvent parce qu'il y a une plus grande histoire de traduction avec le manga. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'en France, c'est populaire puis c'est traduit. Donc, les équipes qui sont en place sont beaucoup plus efficientes. Le marché anglais est beaucoup plus gros. Donc, j'ai l'impression que dans le temps, ça va peut-être se rattraper. Puis il y en a de plus en plus des belles éditions de manga en anglais. Mais historiquement, la France est beaucoup plus... Ouais, mais je te dirais que le marché francophone du manga est un monstre qui est indélogeable. Bon, ben tant mieux. Ouais, il est beaucoup plus niche. Fait que là, tu me parlais des... Revenons au cover. Oui, on revient à DC. Wow! Dans le fond, j'étais pas particulièrement excité, mais j'avais bien aimé DC, ce que vous me l'aviez fait lire. Puis je me suis dit, je passerai pas à côté ce fois-là, je vais lire le côté des vilains. Puis tu sais, il y a comme deux approches que tu peux prendre dans ce temps-là. Quand tu as frappé un mini coup de circuit comme ils ont fait avec cette série-là, en faisant une suite, tu peux avoir deux approches. Soit ils vont donner le mandat à quelqu'un puis ils vont lui dire, écoute, ça a pogné, fais-nous une suite à ça ou fais-nous un spin-off en utilisant ce que tu veux. Soit tu vas pogner une gang de tripeux qui vont se dire, on va utiliser tout ce qui reste comme personnage, on s'amuse avec ça puis on n'a pas de limite. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Je trouve dans le premier numéro qu'on est complètement ailleurs et à venir à date, c'est meilleur que dans DC. C'est assez simple. On commence à la journée 2. Ça demande vraiment d'avoir déjà lu DC. Oui, t'as pas le choix. Là. Non, c'est ça. Tu peux pas rien que te permettre de lire la version des vilains. Il faut que tu aies déjà le prémisse avec les super-héros. Tu commences la deuxième journée. Wade Wilson, Deadpool, pas Deadpool, mon Dieu. Et mon Dieu, le lapsus que je vais me faire. Je vais me le faire reprocher. T'es tellement faite, là. Ça y est, tu l'as enfin avoué. Deathstroke qui est en mission, qui arrive dans une maison qui est remplie de néo-nazis, puis il arrive là pour faire le ménage. Il y en a un qui passe par la fenêtre, tombe à terre, se brise les deux jambes, commence à courir. Il dit, je vais faire ce que je fais de mieux. Il met une balle dans la tête, mais il dit, d'habitude, quand le monde se sauve de moi, il court pas sur les os brisés de leurs jambes. Puis là, en ouvrant la porte, c'est rempli de zombies. Fait qu'il tue toute la gang. Téléphone sonne, il répond. Se ramasse en train de se transformer en zombie. Ça coupe. On tombe avec Jason Todd qui arrive dans le Wayne Manor. Il rentre. Batman est mort. Robin est mort. Nightwing est mort. Qu'est-ce qui se passe ici? Chez les Wayne, ça avait frappé. Ouais. Puis là, ça décolle. Puis c'est vraiment les deux protagonistes qu'on va suivre. Deathstroke, là, je l'ai dit comme il faut cette fois-là, et Red Hood, qui sont nos deux héros cette fois-là. Les deux sont emmenés à aller à des endroits complètement différents. Jason Todd décide de faire le ménage un peu à Gotham City puis d'essayer de trouver ce qui reste de la Bat-Family. Wade Wilson se rend compte qu'il est un peu comme Wolverine. Son pouvoir de régénération est plus fort que le virus. Fait que ça, il fait mal pendant un bout, mais il se guérit lui-même. Fait que lui, le lendemain, il se rend compte qu'il est immunisé parce que son pouvoir est capable de se guérir. Première pensée qu'il a, ma fille est comme moi, il faut que j'aille la chercher. Puis il se fait ramasser par Mirror Master qui dit, écoute, t'es pas tout seul avec des pouvoirs de régénération. On a trouvé une gang de vilains qu'on est prêt à aller là où les héros veulent pas aller, puis nous autres, on va garder ce qui reste de la Terre. Et c'est Savage qui run ça, puis il dit, écoutez, j'ai des dizaines de milliers d'années, j'en ai vu des extinctions, j'ai vu des civilisations tomber, c'est pas la fin. Nous autres, on va gérer ça. Tu me nommes les personnages, on dirait que c'est un naturel avec les zombies. Puis au-delà de ça, là, les moments émotifs incroyables qui peuvent se permettre, là, je veux pas vous en parler, là, mais Jason Todd, son arc, là, il se ramasse avec Gordon et avec Cassandra Cain. Et avec ces deux personnages-là, tout ce qui arrive, quand ils découvrent qu'est-ce qui arrive aux membres de leur famille, écoute, c'est complètement hallucinant. Je capote pas sur le dessin pour les expressions faciales des personnages, mais au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, c'est un petit bijou. Ça prend genre un quart d'heure à lire, puis j'avais le goût de le relire tout de suite en l'ayant terminé. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça. Wow. Je suis tombé en amour. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est pas gros. 5 numéros, ça? C'est bien juste, c'est pas 3 ou... 4. Tant mieux si c'est 5, là, mais wow, j'ai vraiment hâte de voir où ils vont nous emmener avec ça. Mais... Je fais le contraire de toi, c'est-à-dire que j'ai suivi numéro par numéro la première série. Et là, tu vas attendre le TP. Je vais attendre le TP. J'ai passé tout droit, malheureusement, mais c'est pas grave, on va attendre ça. Hey, tes X-Men, ça brasse pas mal aussi, toi? Oui, ça brasse beaucoup. C'est une série absolument géniale. J'aurais peut-être aimé ça, la suivre en trade. Ah ouais? Parce que je me rends compte que suivre mois par mois, là, c'est quelque chose qui est d'une autre époque, je trouve, au niveau du comic.
C'est intéressant ce que tu dis. Puis élabore un peu. Élabore. Ça m'énerve d'acheter continuellement de la BD. J'aime avoir des trucs que je vais pouvoir arriver et dire, tu sais, j'ai un tout. Je suis ça par bloc. Alors que oui, parce qu'écoute, les séries sont absolument géniales. En particulier, là, la série Marauders, là, qui est complètement capable. Mais tu sais, je suis en train de me demander, puis je sais pas si c'est moi qui vieillis, mais j'ai de la difficulté avec toutes les techniques de suivre maintenant. Tu sais, je veux dire, je suis mois par mois certaines séries, j'en oublie à moitié. Je suis en trade Ninja Turtle. Quand le trade arrive, mon homme, ça fait 6 mois que je n'ai pas lu, puis où est-ce que je suis rendu? Puis j'apprécie maintenant, en vieillissant, c'est peut-être moi qui est en train de devenir un vieux bonhomme, les espèces de résumés, là, Previously in. Je commence tranquillement pas vite à apprécier, tu sais, genre Picard, là, on suit Picard à TV, là. Et maudit, je suis content qu'il me fasse un résumé en début d'épisode de où est-ce qu'on est rendu, parce que des fois, moi, j'en perds pas parce que c'est très lent. Puis oui, effectivement, il y a un Legolas dedans qui est un peu particulier. Qui me fatigue. Mais, tu sais, j'aimerais quand même te faire remarquer que tu suivais avec assiduité une série géniale dont tu n'as jamais vu le dernier épisode. Est-ce qu'il va écouter le Picard plate jusqu'à la fin, mais pas écouter Discovery? C'est ça que je veux comprendre. À ceux qui jouent à Bingo Injuste, vous avez maintenant un bingo, Jeff Lemire. Après ça, c'est quoi l'autre? Arlene et Star Trek Discovery. Alors, bingo! Vous avez le Bingo Injuste. Vous venez réclamer votre prix au Game Over. Donc, la semaine prochaine, on va être là. On a votre un gros bec de Martin. Un beau gros bec de barbu. Alors, grâce à ce super bingo des injustes. Mais c'est ça. Tu sais, prenez tout le plaisir qu'on a à vous parler puis à élaborer sur un trade. Tu sais, tantôt, moi, j'ai l'impression que à chaque fois que je lis un de mes numéros d'X-Men avec un plaisir, c'est sûr, là, je l'ai, là, c'est trippant. 22 pages, que ça arrête. J'haïs ça. Ouais, ça arrête. Mais dans le cas de X-Men, vous avez comme 2 façons de le suivre. Hein. Je pense que chacune des séries a son TP, puis ils ont fait une espèce de Dawn of X qui, dans le fond, réclame... Il y a les TP, il y a des TP là, que ça va être tous les numéros 1, tous les numéros 2, tous les numéros 3. Hey, ça, c'est du stock, mon homme. Là. Oui, mais tu sais, parce que la face, c'est qu'il y a du stock en tabarnouche. Et ils n'ont jamais été, au niveau des X-Men, là où ils sont en ce moment. C'est tellement pété, c'est tellement bien scénarisé. Il se passe des affaires complètement capotées, là, et c'est... écoute, oui, vive les X-Men. Moi, je trippe au fond. Batmobile. Quand tu m'as interrompu, c'est ça que je cherchais. Batmobile? J'étais sur la Batmobile parce que j'arrive pas à mettre exactement le doigt sur le modèle. Écoute, moi, j'ai un de mes chums qui est un expert en voiture. Je sais que nous autres, ce qui a circulé beaucoup, c'est la Charger ou une Challenger. Challenger 1969. Il y en a qui nous ont parlé de ça. Sam, je le salue. Samuel, qui est un de mes chums qui fait la chronique automobile, me parlait plutôt d'un Ford. Puis là, écoute, je vais aller vous chercher le modèle exactement. Mais lui, il y avait un autre modèle en tête. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah oui, ça y ressemble aussi. » Mais moi, elle me plaît. Moi, je trippe parce que je suis un maniaque de muscle car. Donc, puis je suis un maniaque de Mad Max. Donc, tu me donnes un char de même, là, puis là... J'aurais même pas besoin d'avoir Batman dedans. Tu sais, il me parlait Ford GT, vieille Plymouth. Ça ressemble un peu à ça. Il m'envoyait des photos. Puis effectivement, elle a ce look-là. Là. Oui. Puis il y avait un vieux modèle de Lincoln Muscle Car qui était dans ce... Donc, l'affaire, c'est que c'est un... Parce que eux autres, ils parlent d'une Muscle Car mid-engine qui a été modifiée. Donc là, est-ce qu'on a fait comme par rapport à la Lincoln Ventura qui avait été utilisée pour la première Batmobile? Exact. Est-ce qu'ils ont fait de quoi qui est un mélange de différentes choses avec le réacteur en arrière, bien entendu? Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est un muscle car. C'est du raboutage. Ça fit avec l'armure. Ça fit avec la moto. Ça fit avec ce qu'on est en train de s'imaginer comme mode pour Batman. Genre début de carrière, moi, je capote. Tout fait à la main. Ouais, je capote. Puis tu sais, là, c'est ça, c'est ce que je disais il y a 2 semaines, quand on voyait les photos sur la moto, je disais, calmez-vous, tu sais, il n'y a pas de traitement d'image, c'est un journaliste qui l'a pris à côté. Là, avec les photos du véhicule, j'ai vraiment hâte de voir des images du film. Pour vrai. Moi, je l'aime beaucoup, son look. C'est une de mes préférées depuis longtemps. Je l'aime mieux que les designs de Nolan. Mais j'ai hâte de voir ça en action, là. J'ai hâte de voir comment ils vont expliquer, parce que dans la version de Nolan, c'est le Batman qui a accès à tout le R&D de Wayne Enterprise. Ouais. Donc, lui, le stock qu'il a récupéré, c'était tout du stock qui avait été fait par Wayne Enterprise. Dans BD, des fois, c'est pas clair. Des fois, c'est le R&D de Wayne Enterprise vient après qu'il soit Batman, parce que là, il se rend compte de ses limites
à construire son propre stock. Exact, c'est ça, d'être seul dans sa cave. Et tu as d'autres séries où, justement, ils profitent du R&D de Wayne Enterprise. Donc, dans la version de Nolan, là, c'est déjà établi. Là, on a l'air d'être plus dans une patente de « je suis dans ma cave, puis je construis moi-même mes patentes ». Exact. J'ai monté mon char. J'ai monté mon char, puis j'ai monté la moto. Mais c'est ça qui est trippant, parce que si on est vraiment, là, on suit la trame du début de carrière, que... on serait capable de reconnaître la moto, on serait capable de reconnaître le char en partie. Ça rend encore plus tangible le Vigilante qui est dans un monde qu'on pourrait quasiment connaître. Les liens avec Bruce Wayne sont moins évidents quand c'est pas du... Il y a moins de chances de te faire pogner quand c'est pas du R&D de Wayne Enterprise. Puis j'adore la trilogie de Nolan, mais je trouve que Batman fonctionne toujours mieux quand il est un street level, quand il est en train de faire des enquêtes dans Gotham, puis que ça se limite à ça. Pas quand il faut qu'il sauve le monde avec Superman, puis que c'est un demi-dieu. Là, je pense qu'on va être carrément là-dedans. Là. Avoir l'allure du char et de la moto, là, je pense qu'on va être mais je vous pose une question. Year 2. Mais je vous pose une question. Parce que j'ai lu une entrevue de celui qui va jouer Gordon. Son nom m'échappe, tabarouette. Jeffrey Wright. Merci. Jeffrey Wright donnait une entrevue cette semaine et il parlait de son amour pour la version de 1966 de Batman, donc le Batman de Adam West. Puis il disait dans l'entrevue, tu sais, pour moi, c'était pas du camp. Pour moi, c'était vraiment sérieux comme série parce que j'étais un petit cul. Puis c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais ça à TQS. Quand Robin t'a attaché la tête. Moi aussi, c'était du sérieux. Là. Ben oui, c'était sérieux. Quand on était petits, nous autres, on capotait quand il se faisait manger à la jambe par le requin. Ah oui, c'était capoté. C'est une chance qu'il y avait la patte bonne. Mais tu sais, il parlait de ça puis il disait, j'ai beaucoup aimé travailler sur le dossier, sur le projet parce que moi et Matt Reeves, on a un amour inconditionnel pour la série de 1966 puis à quel point on prenait ça au sérieux. J'ai quand même une petite, puis là c'est très très petit, c'est juste pour le bien de la conversation parce que si on est tout le temps d'accord, ça va être plate, là. Mais j'ai une petite inquiétude à savoir jusqu'où on a poussé l'hommage à la version de 1966 puis celle d'Adam West. Parce que, tu sais... s'ils font ça corky un peu, on verra. C'est ça. J'espère que ça tombera pas dans l'humour facile ou dans le... Ben, visuellement, ça n'a pas l'air très humoristique. En tout non, pas à date, en tout cas. Va écouter Cloverfield. Va écouter le remake de la Planet of the Apes. Ça va te rassurer. Oh, je sais que ça va. Matt Reeves, moi, je suis déjà convaincu. Rien que son nom sur Batman, c'est assez pour me convaincre d'investir mon cul dans le cinéma. Surtout que ce gars-là, dans ces scénarios, il y a toujours peu d'espoir. Donc... c'est souvent vachement bleak. C'est vrai que c'est... L'humanité n'est pas à son meilleur. Non, l'humanité n'est jamais à son meilleur. Non, effectivement. Fait que est approuvé injuste, la Batmobile, on demandera à Alan, évidemment. Là. Injuste. Mais moi, est approuvé. Elle était approuvée. Alan l'avait approuvé aussi. Il aussi que c'était un massacre. C'est vrai. Elle est vraiment belle. Puis tu sais, dans le cas des Batmobiles, c'est comme le costume. C'est dans l'action, des fois, que ça prend tout son sens. Tu sais, la Tumblr, je sais que c'est pas ta préférée, Jean-Nic, mais moi, quand j'ai vu les premières images de la Tumblr, j'ai fait arc, archi-arc, je veux rien savoir de ça. Mais la scène qu'on lui a consacrée dans Batman Begins, c'est là qu'elle a pris sa personnalité et qu'elle t'a fait comme « Oh, wow, je veux ce char-là! » Puis, elle est utilitairement très cool, la Tumblr. Je veux dire, c'est un tank de guerre. Mais moi, esthétiquement parlant, c'est pas ça que je veux. Si, mettons, je te prends un exemple, la Batmobile, par exemple, de Justice League. Bon, quand je l'ai vue en action, j'ai fait comme c'est laid. Elle est belle quand tu la regardes comme ça, mais dans le film, c'est le Tumblr, mais ils ont rajouté des guns dessus. Je me souviens même pas de la Batmobile. C'est terrible. Elle ressemble à celle de Batman Forever, mais avec pas de top. Là. Puis genre sleek au bout. Là. Genre, tu pognes une bosse, elle est faite. Là, donc, regarde, tu me pognes une bonne scène d'action avec une poursuite de char, même s'il explose la Batmobile après 5 minutes puis qu'il roule en moto, tout le long du film après, je m'en fous, je vais avoir vu un massacre. Exactement. Puis s'il l'utilise bien, ça va donner de la personnalité au véhicule. Puis c'est là qu'on va voir comme, wow, bon choix. T'sais. C'est ça. Moi, le Tumblr, quand il s'est mis à voler d'un toit à l'autre, là, c'était quelque chose. Puis de voir les policiers complètement découragés de ne pas savoir c'est quoi le char. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Peux-tu me donner une description du char? Écoute, c'est un tank noir. Puis, tu sais, il ne faut jamais oublier la Batmobile, c'est pas pour nous, c'est pas pour les fans. Chris O'Donnell nous le disait dans Batman Forever. Chicks dig the car. Ah ouais. Chicks dig the car. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a toujours eu un Robin qui volait la Batmobile puis qui allait triper. Il y a une fascination des Robins envers les chars. Oui.
Mais tu sais, c'est toujours le fun. Puis tu sais, le char de Batman, c'est tellement cool. Puis le fait aussi qu'elle n'est pas unique. Tu sais, dans chacun des comics, elle n'est jamais pareille. Puis à un moment donné, les dessinateurs s'amusent avec ça. Tu sais, à un moment donné, Jim Lee avait fait un spread page dans Hush où il arrive pour choisir sa voiture. Puis écoute, il y en a 1 million ces murs. Là, Sean Murphy dans White Knight. C'est intéressant de savoir ce qu'ils font avec la Batmobile. Bref, c'est un élément important. C'est iconique, la Batmobile. Ben c'est ça. Tu sais, celle de Burton, là, zéro utile. Là. Tu sais, je veux dire, tu y mets une bosse puis c'est fini. Là. Mais t'es trippant. T'es tellement trippant. Tu sais, ce qu'ils ont fait faire dans Batman Returns, là, où à un moment donné, bon, pour une raison complètement inexpliquée, c'est beaucoup trop long pour qu'elle vire de bord juste pour mettre en feu quelqu'un. Mais sais-tu quoi? C'est fucking cool pareil. Parce que Batman ne tue pas dans les Burton. Mais apparemment, foutre un clown en feu en plein milieu de la rue, c'est pas tuer. Le Batman dans Burton est particulièrement violent. Je veux dire, il fout une bombe sur un des clowns et il le pousse dans un puits. Il dans le trou, man. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis tu le vois sauter, hein? Oh oui. Pouf! C'est un clown. Il n'y a aucun méchant qui a survécu les 2 films. Il y a peut-être Catwoman qui a réussi à survivre à la fin, qu'on n'est pas sûr. Ben oui, on la voit, insulte-toi. Oui, mais à part de ça, il n'y a pas grand méchant qui survit dans l'univers de Burton. Le Joker est tombé quand même d'assez haut aussi. Là. Il a quand même attaché une fucking gargouille après le pied. Il laissait pas beaucoup de place pour les effets de Burton, lui. Vas-tu avoir besoin du Joker m'amener? Fuck you! Il est mort. OK, hey, on va se laisser avec nos poisons. On est rendu là déjà. Ouais. Ça va vite. Je commence par Pat. Ah ouais, encore moi? Ouais, non, mon Dieu. Je vais te donner de la place. Écoutez, gardez, check bien ça, vous allez être content. Je me promenais en librairie, puis à un moment donné, je suis tombé sur un titre qui a attiré mon attention, qui s'appelle « Un Dieu parmi les hommes ». Et là, tu pensais que c'était ta biographie? Il y a ma face sur le livre. Non, et la couverture, c'est que c'est un gars, une silhouette, là, on ne distingue pas bien. Là. C'est un gars dans les airs avec une cape devant des militaires. Okay. Et là, c'est clairement une représentation de Superman. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, qu'est-ce donc? Et là, je vois l'auteur, puis là, je dis, tabarnouche, Sylvain Johnson, ça, c'est le gars qui avait fait La Petite Sirène, puis qui avait fait Le Joueur de flûte de Hamelin dans les contes interdits chez ADA. Okay, cool, et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, je regarde le résumé, là, je suis un petit peu surpris, puis tout ça. Et c'est clairement l'histoire de Superman, mais si ça s'était passé au Québec, dans un contexte d'une famille violente, alcoolique, avec un personnage. C'est comme si c'était un conte interdit, mais autour de Superman. C'est comme si on avait finalement élargi le concept de conte interdit maintenant aux super-héros. Mais en tout cas, Sylvain Johnson a écrit son trip Superman et c'est d'une violence. Là. Écoute, le personnage là, il s'appelle Carl. Ouais, mais c'est ça qui est super trippant. Écoute, c'est Carl Kane. Tout est très... Non, c'est Carl Normandin. Carl Kent? Non? Carl Normandin. Il s'est moins forcé pour le nom de famille. Mais non, mais ça, c'est pas grave, parce que de temps en temps, tu regardes, il y a un Lex Luthor, il y a une Lana Lang, une Lois Lane. Tout est là, tout le contexte est là. Il veut devenir journaliste, mais il n'est pas journaliste. Il travaille comme agent d'entretien le soir. Puis, c'est bien glauque. C'est excessivement glauque parce que la famille qui le ramasse, là, le père est alcoolique, violent, il bat sa femme. Sa femme est une ancienne, petite gentille fille d'une famille correcte, mais qui s'est faite maltraiter continuellement. Et il y a des descriptifs d'une violence trash. Là. Écoute, à un moment donné, tu sais, son père, il a dit, toi, tu es venu dans ce monde-là pour aider ta famille. Donc, il fait faire plein de combines. Il y a 8 ans, il tue un monsieur à coups de poing. Là. Mais voyons donc. Puis, c'est cette retransposition-là de l'histoire dans un contexte de famille violente, défavorisée, avec quelqu'un qui se dit... J'ai comme été brainwashé, j'ai pas eu le bon modèle de père. Et là, j'essaie de faire des bonnes actions. Mais je sais pas comment m'y prendre. Écoute, l'introduction du roman, là, c'est lui qui est sur le toit d'un building avec les vêtements un peu déchirés, la cape au vent, et c'est les décombres et l'anéantissement total de Montréal. Wow! Parce qu'il a anéanti la ville. OK, lui, pas Valérie Plante. C'était ça le punch. Il est arrivé après. Vous avez détruit la ville? Ça commence, là, les premières pages, c'est ça. Il est là, puis il regarde qu'est-ce qu'il a fait. Et là, tu te dis,
ça donne le ton de ce que c'est. Et c'est un tabarnouche de bon roman à date. Es-tu bien dispendieux? Non, c'est pas très dispendieux. Là. C'est aux éditions Corbeau, qui est une sous-division d'ADA, c'est quelque chose de cool. Puis le titre, c'est? Un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Je vais vous le mettre en photo. Je vais vous le mettre en photo sur la page sur l'Instagram de Mais honnêtement, ça me donne vraiment le goût. Moi, là, je m'étais demandé pourquoi. Parce que bon, tu sais, on a eu tellement d'itérations de Superman. Red Son. C'est ça. Après ça, on a eu Brightburn. Brightburn, effectivement. Qui était un peu ça. C'est ça qui est un peu ça. Sauf que ça, le gars, il n'est pas fondamentalement mauvais. C'est juste tous ses choix et ses décisions sur le coup de l'émotion, du moment. Hey, sa première relation sexuelle, vous allez vous en souvenir longtemps. Oh shit, non, pas de punch. Je veux lire ça. Là, moi, ça va répondre aux questions de mon rat. Moi, ça m'a marqué. Là. J'ai tellement trouvé ça terrible. Là. Ouf. Wow, écoute, donc, c'est mon choix de poison. Je vais mettre la main là-dessus. Assurément, tu vas m'en réserver une copie. Jean-Nic? Je vais faire un suivi sur une question que tu nous as posée il y a 2 semaines ou le mois dernier. Questions, moi? Oui, ça arrive. Puis je m'étais dit que je vous reviendrai avec ça. Qu'est-ce qui est devenu Neil Blomkamp? Oui, qu'est-ce qui est devenu? Parce que je continuais à le suivre, mais j'ai pas écouté récemment les vidéos qu'il fait. Puis je me suis dit, je vais me replonger là-dedans. Parce qu'en fait, là, après la déception au box-office un peu qui a été Chappie. Et qui est tellement un bon film. Oui, c'était vraiment cool, mais personne n'est allé le voir. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec beaucoup de ces films. Là. Mais en passant, moi, c'est le bout où je me suis rendu compte que les producteurs, c'est des suites qu'ils veulent. Parce que quand tu as des films originaux qui prennent des risques, ben, le monde, ils vont juste... Ouais, pas parce lui, il en prend continuellement des risques. Ça allait chercher le meilleur de Robocop puis le meilleur de, comment ça s'appelle, Cœur-Circuit. Puis non, c'est très cool. C'était écœurant. Mais Elysium aussi en passant. Non, je sais qu'il y a bien du monde qui aime pas ça. J'ai pas aimé Elysium. Moi, j'ai tout aimé les Neil Blomkamp. Moi, Elysium, là, j'ai adoré. D'abord, le méchant qui est fait par celui qui jouait le rôle du gentil dans District 9. C'était juste génial. C'était pas Sigourney Weaver qui jouait l'autre. Jane Fonda? Non, c'était Foster. Jodie Foster. Qui se doublait elle-même en passant dans le film. Elle se double quasiment tout le temps elle-même. Moi, ça a été une grande déception, Elysium. J'ai détesté. J'ai trouvé qu'il y avait des idées géniales puis des plans magnifiques, mais au final, le film m'a rien fait. Là, des fois, c'est le défaut de la science-fiction. L'idée est géniale, puis là, tu vois ce qu'ils en font, puis tu fais comme « Ah, qu'est-ce que c'est dommage. » Exemple, In Time. Te souviens-tu de ce film-là? Avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried. Ah oui. L'idée était géniale. C'est-à-dire que tu es payé en temps au lieu d'être payé en argent. Les riches vivent éternellement. Les pauvres sont toujours à la dernière minute de mourir. Puis, l'idée était géniale, mais quel mauvais film. Ah, ils ont donné ça à un scénariste stagiaire chez Disney. Vas-y, je veux savoir ce que tu veux me dire. Mais bref, Neil Blomkamp a décidé de se partir une chaîne sur YouTube. En fait, il s'est monté un studio qui s'appelle Out Studios. Out comme du gruau. Puis le concept de ça, c'est qu'il fait des courts-métrages de science-fiction. Et quand j'ai dit courts-métrages, il y en a qui font 3-4 minutes, d'autres vont se rendre jusqu'à une vingtaine de minutes avec... Des fois, c'est des amis à lui qui vont écrire le scénario. Des fois, c'est des idées qui viennent de lui. Il travaille avec toutes sortes de technologies. Ça ressemble un petit peu à Dead, Sex and Robots de la série Fincher avait faite sur Netflix. C'est un peu le même genre. Sauf que là, on n'est pas... Il y a des segments qui ont de l'animation à travers, d'autres où c'est carrément de la science-fiction, d'autres, ça frôle plus l'horreur. C'est un peu triste. Ça me fait penser à Dusk. C'est triste si tu dis, tu sais, il n'est plus en train de faire des trucs au grand écran. Mais sérieusement, ces petits courts-métrages-là, il y en a peut-être une quinzaine qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, là, sur sa chaîne présentement. Et c'est des petits bijoux de créativité. Il y en a un particulièrement là, où c'est comme... Ils ont voulu construire un espèce de super soldat pendant la guerre du Vietnam qui est capable de penser par lui-même. C'est un espèce de robot, puis il est capable de se cacher des autres. Et comme toujours, ça vire au vinaigre, puis il se rend compte que ça s'est mélangé avec une divinité dans la forêt puis qui est en train de tuer tout le monde. C'est super gore, c'est magnifique. L'autre, il y en a un qui c'était une espèce de parodie un espèce de micro-ondes que tu achètes pour faire de la bouffe à la maison, mais ce qu'ils mettent là-dedans deviennent des trucs horrifiques, là, genre avec du poil de chat, des os puis du sang. Oui, c'est vraiment dégueu, mais le gars essaye de garder son sérieux, faire comme shit, c'est pas ça qui était supposé être arrivé. Mais c'est là, tu sais, il n'y a pas de l'air d'avoir de lien entre les deux trucs que je viens de parler, et c'est toujours comme ça. L'autre, c'est un test d'armes biologiques qui virent mal aussi. Encore une fois, souvent, c'est un peu trash, il y a beaucoup d'humour, mais rien que pour comment il va traiter l'image, comment il va s'amuser avec... Moi, j'ai l'impression que c'est une boîte qui s'est faite pour genre tester
des effets spéciaux, genre comment tu peux rendre ça à caméra. Parce qu'il y a des fois, là, sur un plan de 5 minutes, là, tu te dis « Wow, là, si c'était dans un film, ce plan-là, ça serait complètement débile. » Puis j'ai l'impression qu'il veut jouer avec ça. Mais as-tu lu un peu à savoir pourquoi justement il fait ça ou pourquoi il est boudé par les studios? Il cherche-tu la petite idée pour le prochain film? Ou? C'est un petit peu ça, en fait. Lui, il n'en a pas parlé beaucoup. Lui, quand il présente, c'est vraiment le côté créatif de la chose qu'il veut s'amuser et tester. Mais si on suit un petit peu ce qui s'est passé avec sa carrière, là, il a été attaché au film de Halo, à Robocop, à Alien. Puis, Alien, tout le monde, même Ridley Scott, était derrière lui à dire c'est génial, mais tu l'as évoqué tantôt, c'est poche, mais il est un peu trop créatif pour Hollywood. Il n'est pas capable de... Moi, j'avais tellement d'espoir en ce gars-là. Hey, mais moi, District 9, autant j'ai détesté Elysium, autant Chappie puis District 9. Wow! Moi, District 9, ça a été une véritable claque, ce film-là. Je capote là-dessus. Là. Moi, je suis un peu comme Pat. Moi, je les considère comme une trilogie. Puis, à mon sens, à moi, les trois sont merveilleux. Là. C'est 3 excellents films. Mais, tu sais, la tristesse que j'avais un peu là-dedans, c'est bon, le gars a fait un peu le contraire de Nolan. Là, c'est-à-dire que lui, il a commencé par ses films qu'il voulait faire pour vrai, en espérant avoir une grosse chance, alors que Nolan, lui, s'est fait dire tu vas me faire un Batman, mon écœurant, puis peut-être je vais te donner une chance. C'est ce qu'il a fait entre chaque Batman, il faisait un film personnel. Qu'il lui voulait faire. Mais Blomkamp, c'est lui, il me semble, qui est attaché à la possible réalisation, l'adaptation de Terminus, le truc de voyage dans le temps que je vous ai parlé, le roman. Là. Ah oui? Si c'est vrai, cool. Ça serait vraiment intéressant. Tant mieux. Il me semble que c'est lui. Parce que c'est vraiment décevant de voir que, tu sais, écoute, Chappie, ça commence à faire, là. Ça a passé à la TV la semaine passée. Fait que c'est un signe que ça fait un bout, là. Oui, ça fait déjà un petit bout, là. Puis son Robocop, moi, je me souviens qu'on avait énormément d'espoir. Puis c'était une suite directe, je pense, du premier. Oui, mais tu sais, moi, là, à voir les 3 films qu'il avait fait, me faire dire, ce gars-là veut créer un Robocop où il va travailler avec Verhoeven, puis il va faire son truc original. C'est comme, go, poussons ça. Sûr. Il veut faire un Alien, go. Son Halo, je m'en calisse un peu, mais tu sais, j'aurais été curieux de voir. Moi, je serais allé le voir, mais c'est poche qu'il ne soit pas capable de pousser ses projets à terme. Hey, je sais que avant de passer à Mon Poison, tu avais fini, oui? Oui. Ouais, okay. Juste avant de passer à Mon Poison, je sais qu'on vous a parlé du Kickstarter de TMNT sur notre page Facebook, mais je vais attendre qu'Alan soit là avant d'en parler. Oui, exactement. Écoute, l'affaire, c'est qu'hier, on a eu une soirée de jeu complètement délirante. À soirée de jeu, justement. Mm-hmm. Et c'était assez cool. On a failli se faire dégeler une deuxième fois. On a eu un peu de misère avec nos tortues. Heureusement, Jean-Nic a bien brassé à la fin. On a eu un peu de misère avec nos tortues, mais c'était assez cool. Ouais. On a hâte d'en parler avec Alan. Là. Je veux attendre Alan pour en parler. Puis ça pourrait être un bon sujet d'intro, de jasage de jeu à notre épisode la semaine prochaine. À Game Over, on pourrait effectivement en parler. C'est juste pour vous dire qu'on ne l'a pas oublié. Puis si Alan nous écoute, c'est pas qu'on passait par-dessus le sujet, mais je veux vraiment que vous soyez là tous les 3 pour en parler. Puis ça va faire effectivement une belle introduction à Game Over. Fait qu'on va terminer avec Mon Poison. J'ai finalement lu Sunstone de... Ah non, je suis pas capable de dire son nom. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Stefan Sejic. Ouais, c'est correct, ça. Stefan Sejic. C'est lui qui a écrit la bande dessinée dont je ne peux plus vous parler, dont je n'ai plus le droit de prononcer le nom. Arlene. Et par curiosité, on fait souvent ça, parce que c'est un réflexe que j'ai eu avec vous autres, les gars. Je faisais pas ça avant, maintenant. C'est le bon réflexe à avoir. Coudon, il a fait quoi dans sa vie, ce gars-là? Qu'est-ce qui l'a amené à écrire chez DC, un des personnages les plus populaires du moment? C'est quoi le travail antérieur? Puis ça ressemble à quoi? Et je suis tombé sur Sunstone, qui est une bande dessinée érotique. Donc, sur le BDSM. Donc, bandage et sadomaso et tout. Et au départ, j'ai dit, écoute, ce sera pour les dessins, parce qu'il dessine tellement bien. Au départ, je regarderai les dessins puis je serais juste content d'avoir eu une bande dessinée où il y a des images qui sont quand même assez incroyables, sont bien dessinées. T'sais. Et je l'ai reçu et je l'ai lu. Et je suis tombé sur le cul. C'est tellement une jolie petite histoire d'amour entre 2 filles qui se rencontrent sur Internet. Les 2 veulent avoir une expérience BDSM. Les 2 en sont à leur première expérience, mais il y en a une qui a acheté tout le stock nécessaire parce que son ancien copain faisait du BDSM et lui en parlait régulièrement, comment ça marchait et tout. Puis elle s'est équipée, là, le lit, les fouettes, les corsets, elle a tout ce qu'il faut. Et elle donne donc rendez-vous à Lisa, qui est la petite, l'autre fille. Elle s'appelle Allison. Et elles vont se rencontrer. Donc, on suit leurs pensées tout au long de la journée avant la fameuse rencontre du soir. Et c'est vraiment amusant, c'est drôle, c'est sympathique.
C'est le fun. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'Alex Lenoir fait. Oui, Alex Lenoir. Dans le style d'humour. Là. Axel. C'est quoi j'ai dit? Axel Lenoir. Ça me fait penser à ce style d'humour-là, qui est un peu un humour coquin, un humour d'amitié, un humour léger, qui fait du bien. Et s'en suivre leur première expérience. Et tout au fur et à mesure que la BD avance, ben là, Lisa, qui doit vivre avec le fait que là, elle s'est découverte lesbienne. En plus de ça, elle aime le BDSM. Sa vie ordinaire lui paraît maintenant d'une platitude dégueulasse. Sa job est plate, sa vie est plate. C'est aussi bon que 50 Shades of Grey. C'est meilleur. Elle ne pense qu'à Allison. Et honnêtement, les dessins. C'est tellement bien dessiné. C'est tellement bien dessiné. Et ça, c'est né d'une bande dessinée qu'il faisait sur Internet, sur DeviantArt. Et à un moment donné, les deux personnages, c'était comme des comic strips. Donc, c'est vraiment... ça me faisait penser à l'origine des comics. Là. Là, ça durait 3 cases, puis c'était régulièrement publié. Puis à un moment donné, il s'est dit, coudonc, c'est qui ces deux filles-là? C'est quoi leur histoire? Comment ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis il s'est lui-même posé des questions sur ce qu'il faisait. Donc, c'est vraiment un projet qui ressemble à l'histoire de la BD. Ça a commencé dans les journaux, pareil, la bande dessinée, avec des comic strips. Puis après ça, on a brodé des univers autour de ces personnages-là. Et c'est exactement le chemin qu'il va emprunter avec Sunstone. Et c'est foutument intéressant, en plus d'être foutument bien dessiné. Regarde, moi, j'attends le 2e volume là, qui va se faire livrer bientôt. Là. J'ai adoré la Combien de numéros? Là, tu nous dis 2 volumes. Est-ce que c'est complet en 2? C'est 6 volumes en trade paperback. Par contre... Qui ont une grosse origine. Oui, mais vu que c'est publié chez Image, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris un peu le concept là, compendium, c'est-à-dire que tu as 2 livres, books, qui contiennent chacun 3 volumes. Donc, si tu veux vraiment avoir la série rapidement parce que tu as trippé pour une $50 chacun, pour une $100, tu as la série complète, ou tu peux y aller vraiment volume par volume si tu veux essayer pour voir si tu aimes ça ou pas, parce que, à un moment donné, je sais qu'il y a des personnages qui vont s'ajouter à cette aventure-là, mais à date, ce que j'ai lu, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça le fun. C'est des sujets qu'on voit pas souvent, dont on entend peu ou pas parler. Je trouve ça trippant que tu proposes ça en plus. Et ça nous sort tellement de notre zone habituelle de super-héros puis de toutes sortes d'affaires. Et ce qui est merveilleux, c'est que, tu sais, dans tout ce qu'il y a dans le BDSM, puis, tu sais, veux pas, les origines de Wonder Woman sont beaucoup là-dedans aussi, pour ceux qui ne le savent pas, là, allez lire un peu sur le personnage. C'est comment ça semble au premier, tu sais, quand on entend parler pour la première fois que ça semble quelque chose de violent, que ça semble quelque chose de... À quel point c'est aussi quelque chose où le respect est plus qu'important. C'est primordial et à quel point il faut que tu connaisses bien la personne avec qui tu pratiques ça, puis à quel point, tu sais, il y a une... Je sais pas comment le décrire, mais il y a quelque chose de charmant et de charmeur là-dedans. C'est pas pour tout le monde. Je vous dis pas que je suis BDSM à soir là, parce que j'ai lu ça, mais je vous dis que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne puis de voir les deux personnages évoluer là-dedans. Honnêtement, moi, je vous le conseille. Ne serait-ce que pour les dessins, tu sais, Jean-Nic, si tu veux feuilleter un peu. Oui, il y a de la nudité. Il n'y a rien de choquant ni vulgaire en passant. Oui, mais Jean-Nic qui tripe sur Vampirella, fait que la nudité là-dedans. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... oui, les pages sont collantes. Jean-Nic, je m'excuse. Ah, vous êtes con. C'est une blague. Mais sans faire, on n'est pas dans, par exemple, dans ce que les mangas peuvent nous montrer ou dans les fan art où ce qu'on voit vraiment, les gestes, on les voit très bien puis ça dégouline partout. Là. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans le dessin érotique. Les seins, on voit les fesses, on voit les positions. C'est fait avec respect, en fait. Oui, il y a de la nudité, mais c'est érotique et non vulgaire. On n'est pas dans le porn. On n'est pas dans le porno. On est dans l'érotique. Et honnêtement, moi, j'ai apprécié ma lecture puis je vais continuer, assurément. Ça ne veut pas dire que, un peu comme Lock and Key, je vais acheter tous les volumes parce que je ne peux plus m'arrêter de savoir comment va l'histoire. Mais tranquillement, pas vite, je vais assurément monter la collection pour pouvoir le lire au complet. Invariablement, là, encore une fois, c'est un bel exemple. On a commencé avec ça, un auteur qui travaille chez DC, puis là, tu es allé chercher ce qu'il faisait chez Image. Je vous mets au défi de me trouver un auteur chez Marvel ou chez DC où son meilleur travail n'est pas chez Image, ou parfois chez IDW ou Dark Horse. C'est la force d'Image. Tu sais, quand on parlait comique d'auteur, c'est comique de créateur. Habituellement, les gens, ils vont faire une série là-dessus. C'est vraiment ce qu'ils ont d'un trip. C'est genre le truc qui est passionnant. Oui, mais en même temps, ils ne pourront pas lancer ça sans s'être fait connaître. Exactement. Exemple, non, et c'est pas un blâme que je lance. Exemple, Jason Aaron, que je lis sur Thor et Avengers. Va lire Southern Bastards, qui fait chez Image. C'est ça. Puis The Goddamn, que je t'ai prêté, qui, moi, d'ailleurs, la suite est dans le preview de ce mois-ci. Donc, il y aura
assurément une suite à cette BD-là dont je vous avais parlé. Tu sais, The Goddamn, moi, ça m'avait jeté à terre. Là, mais il faut que tu les connaisses à quelque part. Des fois, c'est dur de pointer une série et de dire tiens, je vais commencer ça aujourd'hui. Là, tu fais comme c'est pas très bon. T'sais. Fait que des fois, ils font un peu le parallèle qu'on faisait avec Nolan puis Blomkamp tout à l'heure. C'est exactement Nolan, la même chose. Quand il y a eu Batman, on lui a clairement dit tu vas faire Batman, puis après ça, tu seras libre de faire. On va voir si ton nom rapporte quelque chose, puis on verra ce qu'on peut faire avec toi. Si tu veux faire ton Inception ou bien ton Interstellar, là, tu vas nous faire Batman. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et on se revoit au Game Over. On espère bien vous rencontrer là aussi. Suivez notre page, vous allez avoir les dates, où est-ce qu'on va être sur le plan, à quelle heure on va être là, parce qu'évidemment, on ne sera pas là 24 heures de temps. Mais on aimerait bien ça vous voir, vous entendre. Puis si vous avez des choses que vous avez lues, grâce à nous autres, j'aimerais ça le savoir. Puis si vous avez des choses que vous voulez nous faire lire, bien ça aussi, on veut le savoir. Exactement. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.